Alors, bonjour à tous, bonjour à tous nos membres. Alors, mon nom est Marie-Pierre, je suis en charge de l'informatique pour l'Association des guides. Bienvenue à cette nouvelle conférence. Alors, conférence aujourd'hui qui a pour titre Le modèle québécois est-il unique en ce qui concerne les programmes sociaux et économiques? Donc, aujourd'hui, nous serons avec M. Stéphane Paquin. On se rappelle que la période de questions sera le mercredi le 16 mars à 19h. Comme d'habitude, tout est dans Teams, les liens et tout. Puis si jamais vous n'avez pas eu le temps de voir les autres conférences, tout est là encore. La dernière conférence, d'ailleurs, qui se passait en présentiel à Saint-Laurent, il y avait comme une partie documentaire, une partie vidéo, et ça aussi, c'est dans Teams pour ceux qui voudraient la réécouter ou ceux qui n'ont pas pu se déplacer à Saint-Laurent, au moins vous avez la vidéo qui est disponible pour vous. Alors aujourd'hui, nous sommes avec M. Paquin, qui est professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique. Il est directeur du groupe de recherche et d'études sur l'international et le Québec. Il est également co-directeur de la collection politique mondiale aux presses de l'Université de Montréal. Il a rédigé, co-rédigé ou dirigé 35 livres ou revues scientifiques et publié une centaine d'articles sur l'économie politique internationale, sur la réforme de l'État et de la social-démocratie sur la politique québécoise. Il a obtenu de nombreuses bourses prestigieuses, dont une chaire de recherche du Canada et une Fulbright Distinguished. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à un mot anglais, mais bon, à l'Université de New York. Il a été sélectionné en 2008 par le prestigieux International Visitor Leadership Program du State Department, là, je l'ai eu mieux, du gouvernement américain. Il a également été le président du comité local d'organisation du Congrès mondial de sciences politiques qui a lieu à Montréal en 2014. Monsieur Paquin a co-dirigé avec M. Xavier Hubert-Rioux un livre titulé « La Révolution tranquille, 60 ans après », publié par les presses de l'Université de Montréal. Cet ouvrage vient de sortir et il pourrait s'avérer un outil très utile pour nous, les guides, désireux d'en apprendre davantage sur l'évolution du modèle de gouvernance québécois. Donc, bonjour, M. Paquin. Bonjour Marie-Pierre, merci de l'invitation. Merci d'être là. Je suis sûre que cette conférence-là va énormément plaire à nos membres, à nos guides, parce qu'on se fait tellement poser de questions là-dessus. C'est toutes des choses qu'on prend, je pense, pour acquis dans nos vies, parce que c'est ça ça fait partie de notre quotidien. Mais pour nos visiteurs, surtout justement américains, je pense que on va avoir plus d'outils là, pour pouvoir leur expliquer c'est quoi notre situation ici au Québec. Donc, sans plus tarder, je vous laisse toute la place. Et merci encore d'être là pour nous offrir une belle conférence. Merci beaucoup. Oui, bien, effectivement, là, expliquer au Québec à quel point on est différent du reste de l'Amérique du Nord, c'est quelque chose d'important. Puis contrairement à ce qu'on avait pensé dans les années 80-90, quand le Canada conclut son premier accord de libre-échange avec les États-Unis, puis après l'ALENA, puis après les années difficiles, les années 90, où il y a eu un resserrement des dépenses publiques, là, une révision des programmes gouvernementaux lors du gouvernement de Lucien Bouchard. On avait pensé que le modèle québécois était en train de devenir comme le modèle canadien, vraiment similaire au reste du Canada. Puis dans les faits, ce qui s'est passé, c'est qu'au contraire, on s'est différencié de plus en plus en créant. Ça, les gens l'ont oublié un peu, mais dans les années 90, on a créé toute une série de nouveaux programmes sociaux qui font en sorte qu'on est de plus en plus différents dans les faits du Canada hors Québec. Puis même entre les provinces canadiennes, il y a beaucoup d'écarts, mais entre le Québec et la moyenne canadienne, l'écart est très important. Puis c'est encore plus vrai quand on regarde par rapport aux États-Unis. Je vais partager mon écran pour qu'on puisse tous voir la présentation d'aujourd'hui. Donc, je l'ai appelé le modèle québécois 60 ans après la Révolution tranquille. Là, je vous m'excuserez, j'ai légèrement changé le titre. Le propos est le même, mais je me suis basé justement sur le livre qui vient de paraître aux presses de l'Université de Montréal sur l'évolution du Québec 60 ans après la Révolution tranquille. Alors, je vais juste faire un petit élément de contexte parce que les Québécois ont une idée un peu caricaturale de ce qu'était le Québec avant 1960. Donc, le Québec était une société
qui était relativement moderne et relativement urbanisé bien avant 1960. Si vous regardez les photos, par exemple, du centre-ville de Montréal en 1950, on a pratiquement l'impression d'être à New York ou à Las Vegas. Donc, le Québec, de ce point de vue-là, n'est pas en retard. Il suit les tendances nord-américaines. Mais il y a deux caractéristiques fondamentales qui distinguent le Québec de ce qu'on voit aux États-Unis et au Canada. Le premier, c'est que le gouvernement du Québec, donc là, vous reconnaissez la photo de Maurice Duplessis, le gouvernement du Québec était réfractaire à une intervention de l'État dans l'économique et le social. Autrement dit, le gouvernement du Québec était opposé au keynésianisme ou à la construction d'un État-providence, alors que le gouvernement canadien, lui, était engagé depuis 1945 à la création de différents programmes sociaux d'importance, notamment des régimes de retraite, par exemple, à partir du gouvernement fédéral. Donc, le gouvernement de Duplessis était ce qu'on appellerait aujourd'hui un gouvernement libéral ou non interventionniste, et il désapprouvait le développement d'État-providence au fédéral au nom de l'autonomie provinciale. Donc, il voyait bien que le gouvernement canadien était en train de ponctionner de plus en plus de ressources fiscales et il est aussi en train de s'ingérer de façon de plus en plus importante dans les responsabilités constitutionnelles du Québec. Et donc, au nom de l'autonomie provinciale, le gouvernement du Québec a mis des commissions d'enquête. Il y en a une notamment connue en 1957 qui s'appelle la commission Tremblay, qui pensait qu'on devait de résister face à l'envahissement des champs de compétences du gouvernement canadien. Un exemple connu de chicane, c'était celui sur le financement des universités. Donc, le gouvernement canadien voulait favoriser un développement d'universités de mieux financées pour répondre aux besoins de l'après-guerre. Le gouvernement du Québec a toujours refusé de toucher sa part du financement canadien en éducation supérieure au nom de l'autonomie provinciale. Autre facteur très distinctif du Québec, c'est que l'Église catholique a un rôle extrêmement important au Québec avant 1960. C'est un rôle qui est beaucoup plus important que l'équivalent dans le reste du Canada ou même ce qu'on voit aux États-Unis. Je veux dire, aux États-Unis, la religion est très importante, mais on n'avait pas institutionnalisé une religion à ce point au Québec, comme au Québec, où elle prenait des rôles sociaux extrêmement importants. Pensez-y, c'est l'Église catholique qui gérait l'essentiel du réseau d'éducation sur le territoire québécois, qui gérait aussi le réseau de la santé et des soins à la population. Donc, on est avant la nationalisation de la santé à partir des années 60 et 70. Et une grande partie des mesures d'aide sociale et de lutte à la pauvreté étaient des mesures qui étaient gérées par l'Église catholique. Autrement dit, l'État intervenait peu, mais laissait la place à l'Église catholique pour gérer le social, qui sont de responsabilité constitutionnelle, comme vous le savez, des provinces. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les années 40 et 50 qui font que la situation dans laquelle on était devient de plus en plus ingérable? C'est qu'il y a un boom économique de l'après-guerre. Donc, ce sont des années de relative prospérité économique. Les taux de chômage baissent, les travailleurs se trouvent des emplois, les gens consomment de plus en plus. C'est le début de l'étalement urbain, des banlieues, l'avènement des voitures, de la radio, après ça, de la télévision. Ça fait en sorte aussi que l'Église catholique est complètement débordée par le taux de natalité extrêmement élevé au Québec. Et donc, rapidement, pour pouvoir répondre à ces missions de base, l'Église catholique va devoir embaucher des laïcs qui vont s'occuper d'éducation, de santé, de sécurité sociale. Et vers les années 60, il y a beaucoup de gens dans l'Église catholique québécoise qui réalisaient que l'Église n'était plus à même d'offrir des services de qualité et que la qualité, par exemple, de l'éducation, notamment les métiers techniques qui nécessitaient des formations de pointe, était de plus en plus en retard au Québec. Et c'est pour ça que l'Église catholique n'a pas beaucoup résisté lors de la création du ministère de l'Éducation dans les années 60 et la réforme de la commission Parent qui a mis sur pied le système d'éducation moderne au Québec, parce qu'elle savait très bien qu'elle n'était plus capable elle-même d'être au cœur de l'enseignement au Québec. Donc, avant la Révolution tranquille des années 60, le Québec est une société où le gouvernement intervient peu et où l'Église catholique a un rôle omniprésent. C'est ce qui va changer fondamentalement en 1960. Alors,
qu'est-ce qui se passe dans les années 60 avec la Révolution tranquille? Ben, c'est le temps que ça change. Ça, c'est le slogan électoral du gouvernement de Jean Lesage qui prend le pouvoir le 22 juin 1960. La Révolution tranquille marque un changement. En sciences politiques, on dit de paradigme dans la façon de gouverner les politiques publiques ou l'État québécois. L'État québécois qui était non interventionniste, qui était relativement petit dans les faits, se met à intervenir beaucoup plus massivement et de façon beaucoup plus structurée. Donc, c'est un mouvement qui commence au début des années 60 par la création, notamment, d'un certain nombre d'institutions qui sont encore existantes aujourd'hui. On pense à la Caisse de dépôt et placement, qui existe toujours aujourd'hui, qui est en fait désormais un des plus importants fonds de pension qui investit au Canada. Je pense que c'est le deuxième plus gros. On ne va pas créer Hydro-Québec, mais on va compléter la nationalisation de l'électricité au Québec, qui avait commencé dans les années 40, mais qui ne s'était pas terminée, en fait, qui ne s'était pas rendue jusqu'à Montréal. On va créer la Société générale de financement, qui est une société d'État qui vise à fournir du capital pour que les entrepreneurs québécois puissent avoir accès à de l'argent pour développer leur économie. On va mettre sur pied en 1965 le premier ministère de l'Éducation qui va structurer l'éducation au Québec. Donc, l'éducation, notamment les contenus pédagogiques, ne seront plus faits par l'Église catholique, mais par des spécialistes du gouvernement. On va aussi lancer une série d'activités internationales par la structuration des relations internationales du Québec. C'est dans ce contexte-là, par exemple, le gouvernement du Québec et le gouvernement français vont se retrouver. En quelque sorte, on a appelé ça la décennie des retrouvailles. On va permettre à des étudiants québécois d'aller étudier en France. On va développer un certain nombre de programmes de coopération culturelle et technique qui va permettre aussi à des ingénieurs ou des fonctionnaires français de venir au Québec pendant un certain temps, notamment structurer l'État québécois. Et on l'oublie aujourd'hui, mais il y a énormément de réformes de l'État des années 60 qui doivent énormément à ce rapprochement dans les relations France-Québec. Donc, c'est un contexte de bouillonnement important où on fait des réformes exceptionnellement importantes à la fois dans le domaine économique, à la fois dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans les relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Donc, l'État québécois devient investi d'un rôle de promoteur du changement social et il doit lutter contre ce qu'on appelait à l'époque 3 institutions de blocage. La première institution de blocage, c'était l'Église catholique, donc c'est elle qui détenait un rôle dans l'ensemble des politiques sociales qui était omniprésent. Donc, rapidement, le gouvernement du Québec va créer des programmes sociaux pour être celui qui va assumer les responsabilités des institutions sociales, donc l'Église, la santé, les services sociaux et l'ensemble des services publics. L'Église catholique va se recentrer au Québec à partir des années 60 sur ses fonctions pastorales, de célébration de la liturgie, non pas de délivrer des services sociaux. Deuxième institution de blocage, c'est la bourgeoisie anglophone du Québec, qui avait énormément de pouvoir et d'influence sur le gouvernement du Québec, notamment par l'entremise de mécanismes financiers. Là, si ça vous intéresse, dans la période de questions, je peux vous expliquer comment, mais grosso modo, les grandes banques du Québec étaient dirigées par la bourgeoisie anglophone de Montréal et avaient beaucoup d'influence sur le budget du gouvernement du Québec. Et finalement, le gouvernement fédéral, qui lui aussi avait commencé à prendre une expansion dans les champs de compétences des provinces dans les années 50 et 60. Et à partir des années 60, il ne devenait plus acceptable pour le gouvernement du Québec de laisser le gouvernement fédéral s'ingérer dans les champs de compétences de la province parce que, on va le voir bientôt là, dans les prochaines diapos, il y avait quand même un racisme assez intense face aux francophones dans la fonction publique fédérale. Et à l'époque, dans le contexte du nationalisme des années 60, là, il faut y penser, là, la génération des baby boomers atteint la vingtaine dans les années 60. Donc, le Québec est une société jeune, une société massivement francophone et qui refuse, dans le contexte de la décolonisation mondiale, de se comporter comme autrefois où on acceptait que les anglophones étaient les maîtres chez eux, en fait, chez nous, pour reprendre un slogan de l'époque. Donc, la mission du gouvernement du Québec à partir des années 60 est non seulement de changer nos façons de faire. On veut un gouvernement interventionniste, on veut une moins grande place pour l'Église et la religion dans la société, et on veut surtout créer une société francophone hautement développée, comme
le souligne le slogan de l'élection de 1962, Maître chez nous. Alors, quelles sont les caractéristiques fondamentales qui font en sorte que le gouvernement du Québec devient de plus en plus interventionniste pour devenir aujourd'hui le gouvernement le plus interventionniste au Québec, mais aussi si on regarde le contexte de l'Amérique du Nord? Un des premiers leviers qui convainc les Québécois de l'importance de l'intervention de l'État, c'est la sous-éducation des Québécois dans les années 1960. Alors, tous ceux qui vous disent que c'était tellement mieux avant, visiblement ne connaissaient pas la réalité du Québec d'avant les années 60. Même les collèges classiques, ce n'était pas aussi excellent que certains le laissent croire. Si vous regardez au Québec, là, je vous explique, le petit graphique qui est à gauche. On regarde le nombre d'années d'études moyens. En 1991, des hommes, c'était seulement sur les hommes pour lesquels on avait des statistiques à l'époque, nés en 1926, en 1946 et en 1966 au Québec, en Ontario et aux États-Unis. Donc, en 1926, on peut voir l'effet de l'éducation au Québec avant la Révolution tranquille. C'est pareil pour l'essentiel pour ceux qui sont nés en 1946. Donc, ils vont seulement avoir 20 ans en 1966 et donc ils arrivent après l'essentiel des mesures de la Révolution tranquille. Puis finalement, il y a les États-Unis. Enfin, il y a 1966. Donc, ça, c'est les enfants d'après la Révolution tranquille qui vont donc connaître les mesures d'éducation qui sont créées à partir de 1965. Alors, regardez, 1926, les Québécois ont en moyenne 9 années d'études. C'est moins que les Ontariens, 2 années de moins à peu près que les Ontariens. Si vous regardez les États-Unis, on est beaucoup moins que les Blancs américains, mais on fait même moins bien que les Afro-Américains qui sont à 9,4. Donc, autrement dit, la question de la sous-éducation au Québec avant 1960 nous met à un niveau comparable à celui des Afro-Américains aux États-Unis. Donc, c'est vraiment pour indiquer à quel point il y avait un décalage important. Si vous êtes né en 1946, déjà, l'augmentation est impressionnante, mais on est encore à la traîne sur l'ensemble des catégories. Si vous êtes né en 1966, vous avez 14 années d'études en moyenne, ce qui vous met au premier rang, pratiquement ex aequo, avec l'Ontario, mais à partir de ce moment-là, supérieur à ce qu'on voit aux États-Unis chez les Blancs et chez les Noirs. Donc, quand même, l'éducation a fait des progrès exceptionnels au Québec. Deuxième facteur qui est important, c'est la discrimination dont sont victimes les Québécois. Les Québécois entendus ici comme étant des francophones. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été créés dans les années 60 ou des commissions d'enquête, notamment au fédéral, qui ont créé des chiffres qui nous permettent de comprendre la situation dans laquelle les francophones se trouvent. Donc, les premiers travaux viennent de la commission Glasgow qui travaillait sur la fonction publique fédérale et la deuxième, c'est la commission sur le bilinguisme et le biculturalisme qui est aussi mise sur pied dans les années 60. La commission Glasgow nous dit qu'il n'y a pas assez de francophones dans les postes de cadre au gouvernement fédéral. Donc, il y a une discrimination à l'embauche parmi la fonction publique fédérale. Autre critère, autre indicateur important, c'est sur la question des propriétés des entreprises au Québec. Donc, dans les années 60, 85% des francophones, le Québec est formé à 85% de francophones, mais les entreprises situées au Québec sont possédées seulement à 47% par des francophones. Autrement dit, la majorité de l'économie québécoise appartient à des non-francophones, ce qui est complètement anormal dans une société développée. Un des scandales extrêmement célèbres dans les années 60, c'est une déclaration d'un monsieur qui s'appelle Donald Gordon, qui était le président d'une entreprise qui s'appelle le Canadien National et qui, lors d'une audience publique au gouvernement fédéral, avait répondu à une question d'un député du Crédit social. La raison pour laquelle il n'y avait aucun francophone sur les 17 vice-présidents de son organisation, dont le siège social est pourtant basé à Montréal, il a répondu la chose suivante: So long as I am president of CN, no one will be appointed vice president of CN because he is French. Bref, il y avait une discrimination à l'embauche qui était présente dans le secteur privé. Là, ici, on est dans le parapublic parce que c'était une société d'État fédérale.
Puis finalement, à la fin des années 60, la commission Gendron, qui a été mise sur pied par le gouvernement du Québec sur la langue française, est arrivée à la conclusion que seulement 31% des postes de cadre au Québec étaient occupés par des salariés d'origine francophone. Donc, c'est une discrimination qui est profonde et l'impact qu'on voit, c'est sur les revenus de travail. Donc, ici, les données qu'on voit, c'est les revenus de travail moyens des salariés masculins au Québec. Encore une fois, on ne calculait pas les revenus féminins, selon les régimes ethniques. Donc, dans les années 60, on posait des questions sur l'origine ethnique, puis on regardait les revenus. Alors, quand vous regardez les gens de l'ethnie française, donc les Québécois francophones, ont en moyenne 91,8 du salaire moyen, alors que les Britanniques ont 142 du salaire moyen, donc 50 de plus. Ce qui veut donc dire que les francophones gagnaient à peu près 65 du salaire moyen des anglophones. Au Québec, il y a seulement les Italiens et les Indiens qui font moins bien. Les Asiatiques font plus, les Russes, les Juifs, les Scandinaves et les Britanniques font tous plus. Et ça a servi de révélateur sur l'état du racisme au Canada, mais aussi de l'infériorité économique des Canadiens français, qui s'explique notamment par la sous-éducation des francophones dans les années 60. Donc, c'est pour ça que la Révolution tranquille a donné un sérieux coup de barre sur le développement au Québec. Alors, maintenant que je fais un saut quantique là, de 60 ans, est-ce que la Révolution tranquille a porté ses fruits? Est-ce que le rêve de Jean Lesage s'est réalisé? Est-ce que le Québec est une société développée et moderne? Est-ce que le Québec a rattrapé globalement ses retards en éducation au niveau du revenu? Puis, est-ce que le Québec a une caractéristique qui le différencie du reste du Canada? Alors, la réponse est oui. Le Québec a réussi son pari. Non seulement il n'y a plus réellement de discrimination au salaire entre les francophones et les anglophones, le niveau de vie du Québec aujourd'hui atteint un niveau comparable à ce qu'on voit en Ontario. Et là, je vais vous montrer des chiffres tout à l'heure. Et en matière d'éducation, le Québec se classe parmi les meilleurs au monde. Et donc, on a réussi la révolution, les objectifs qu'on s'était donnés dans les années 60. Alors, l'État du Québec aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une explosion des dépenses publiques depuis les années 60. L'État québécois est le plus important État si on compare avec toutes les autres provinces canadiennes et tous les États américains. Et si on regarde, entre 1960 et 2021, on voit une hausse des dépenses publiques d'environ 2700 %, ce qui est énorme, alors que la population entre 1960 et 2021 n'a augmenté que de 60 %. Donc, l'écart est extrêmement significatif. Et aujourd'hui, parce que l'État s'est beaucoup développé, le Québec procure beaucoup plus de services publics à sa population que la moyenne canadienne ou que les autres provinces. Si je compare avec l'Ontario, qui est une province qui intervient plus que la moyenne canadienne également, on offre quand même 17,5 milliards de plus de services sociaux, de services publics à la population que l'Ontario. C'est 26 % de plus, donc c'est quand même assez significatif. Alors, si on offre plus de services publics que l'Ontario, un des impacts que ça a, c'est que notre pression fiscale est plus élevée que l'Ontario et la moyenne canadienne. Donc, ici, le graphique que vous voyez, c'est le taux de pression fiscale au Québec sur le PIB. Notre taux de pression fiscale est à 38,8 %, presque 39 %. La moyenne du Québec sans le Canada est à 33,4. Là, vous allez vous dire, ça n'a pas l'air si gros que ça, mais c'est énorme. On parle de milliards et de milliards et de milliards de dollars d'investissement à chaque année. Pour vous donner une idée de où se situeraient les États-Unis, en fait, ils ne seraient pas sur le tableau ici, ils seraient juste à côté de la Saskatchewan avec un taux de pression fiscale d'environ 26 %. Donc, on voit qu'il y a un écart considérable. Si je replace le Québec dans l'ensemble des pays avancés, vous voyez, le Québec fait partie du groupe de pays qui taxent beaucoup. On dépasse l'Allemagne, la Norvège, on est un peu en dessous des Pays-Bas, on n'est pas si loin que ça de la Finlande et de l'Autriche. Donc, on est dans le groupe de pays, on n'est pas dans le groupe de tête, là, le Danemark, la France et la Belgique, mais on est juste en arrière. On est bien au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE qui est à 35,5.
On est bien au-dessus de la moyenne canadienne et là, les chiffres qu'on voit ici incluent le Québec. Puis quand vous regardez, on est bien au-dessus des États-Unis qui sont à 25,5 ou l'Australie qui sont à 27,7. Donc, le Québec a un niveau de financement élevé qui est comparable aux pays sociodémocrates d'Europe du Nord. Alors, puisqu'on taxe beaucoup plus qu'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Bien, nécessairement, on a plus de services publics et on a aussi beaucoup plus de services sociaux qu'ailleurs. Donc, le Québec d'aujourd'hui a des caractéristiques au niveau de ses programmes sociaux qui ressemblent à ce qu'on trouve dans les pays sociodémocrates d'Europe du Nord, par exemple la Suède, la Finlande, le Danemark. Un exemple de ça, c'est les politiques familiales sont les plus généreuses au Canada. Alors, si vous avez écouté les débats des dernières élections fédérales, ce que les partis politiques fédéraux promettaient aux Canadiens, ce sont des garderies publiques que nous, on a au Québec depuis au moins une génération. Autrement dit, le gouvernement canadien fait la promotion de programmes sociaux qui n'existent pas au Canada, que nous, on a depuis au moins 25 ans. On a un régime de garderie publique subventionné qui va être complété dans les prochains mois. On a aussi une assurance parentale qui permet aux jeunes parents de prendre un congé payé lorsqu'ils ont un enfant. Puis c'est un congé qui touche aussi les hommes, ce qui est assez rare dans les pays développés. Il y a des mesures de conciliation travail-famille pour notamment les gens avec des jeunes enfants qui n'existent pas ailleurs. Et ces programmes publics-là coûtent des milliards de dollars à chaque année. Au niveau des politiques de santé, encore une fois, si vous avez écouté les dernières élections fédérales, on promettait la création d'une assurance médicaments ou d'un registre ou d'un régime de médicaments gratuits pour les personnes âgées. Certains parlaient même d'un régime universel. Nous, on en a un depuis 1998. On a un régime d'assurance médicaments qui a différentes caractéristiques. Quand vous êtes sur le marché du travail, c'est votre employeur qui fournit l'assurance. Lorsque vous êtes à la retraite ou vous êtes sur l'assurance chômage, c'est le régime du gouvernement du Québec qui vous fournit les médicaments. Mais au Québec, tout le monde a accès à une assurance médicaments, ce qui n'existe pas sous cette forme nulle part ailleurs au Canada. Les gens doivent cotiser des assurances privées qui coûtent extrêmement cher. Autre exemple, c'est le financement des soins de longue durée. Là, je comprends qu'avec la pandémie, les CHSLD, ça a été difficile, mais certaines autres provinces ont été beaucoup moins touchées que nous parce qu'elles n'en ont tout simplement pas ou très peu de CHSLD. Nous en avons beaucoup plus et la part du public dans le financement des CHSLD ou des soins de longue durée est beaucoup plus élevée. Et ce qui a pour effet que les personnes âgées sont beaucoup moins à la charge des familles que dans les autres provinces canadiennes. Donc, c'est une autre différence. Ça a l'air de rien comme mesure, mais c'est encore une fois des milliards de dollars par année. Et le financement du projet actuel de créer des maisons pour les aînés est une autre mesure qui va accentuer encore plus les dépenses publiques pour les soins de personnes en perte d'autonomie ou en fin de vie. Autre exemple de politique sociale unique au Québec, c'est le régime d'assurance automobile. Donc, vous le savez probablement pas, sauf si vous êtes allé vivre ailleurs, mais ici, le coût de l'assurance automobile est assez faible parce qu'on a un régime du no-fault, comme on dit en anglais, ou sans égard à la responsabilité. Autrement dit, vos assurances remboursent les dommages, peu importe si vous êtes ou pas responsable de l'accident. Ailleurs, par exemple, aux États-Unis, c'est si vous causez un accident, la personne peut vous poursuivre pour lésions ou dommages, et là, votre assurance doit l'indemniser, ce qui a pour effet que les assurances automobiles sont extrêmement chères. Ce qui nous coûte au Québec quelques centaines de dollars peut coûter plusieurs milliers de dollars, voire plus, à des personnes qui vivent, par exemple, en Ontario ou dans l'État de New York. Alors, ça semble être une petite mesure anodine, mais ça a des effets majeurs sur le portefeuille des Québécois. Autre caractéristique du modèle québécois, c'est que le transport public est mieux financé que la moyenne canadienne, est mieux financé qu'en Ontario. Notre système de métro à Montréal, bientôt on a le REM, à Montréal encore une fois, il y a un métro, un tramway qui est en construction à Québec, il y a des réseaux d'autobus très développés. On peut penser que c'est insuffisant, on peut penser que ça ne fonctionne pas à notre goût, mais en termes d'argent investi à chaque année, c'est plus élevé que ce qu'on voit au Canada et dans la moyenne aussi des États-Unis.
Il y a d'autres exemples encore de services publics de type sociodémocrate au Québec. Il y a en matière d'éducation, par exemple. Au Québec, nous avons les droits de scolarité du cégep et de l'université qui sont les plus faibles en Amérique du Nord. C'est important parce que quand vous étudiez aux États-Unis puis vous allez dans un college, vous pouvez payer 5 000, 8 000, 10 000 $ américains par année pour vos études, alors qu'au Québec, les coûts sont une fraction de ça. Les frais de scolarité au Québec ont peut-être augmenté dans les dernières années, mais c'est rien par rapport aux universités privées américaines ou aux universités ontariennes. De plus, même les universités publiques américaines ont des frais de scolarité qui sont plus élevés que les droits de scolarité au Québec. Donc, une des raisons pour laquelle nos droits de scolarité sont plus faibles qu'ailleurs, c'était pour compenser le très gros retard en matière d'éducation des francophones du Québec. Et c'est notamment pour ça qu'on avait créé le réseau des universités du Québec, dont l'UQAM, qui avait pour fonction d'accepter des étudiants qui accédaient à l'université pour une première génération. Autre exemple, c'est les régimes de prêts et bourses. Le régime de prêts et bourses, c'est un des programmes les plus larges et généreux parmi les mesures qui existent au Canada et aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que ce sont des bourses plus généreuses en montant pour un individu. Là. Il n'y a pas grand monde qui vont aller chercher, qui vont s'enrichir sur le régime de prêts et bourses, mais ça donne une certaine accessibilité aux études pour une population plus large que ce qu'on verrait, par exemple, aux États-Unis. Donc, une des conséquences de notre régime social en éducation, c'est qu'il y a moins de discrimination à l'entrée que ce qu'on verrait aux États-Unis où les Afro-Américains ou les Latinos sont bien en retard en matière d'éducation sur les Blancs, alors qu'au Québec, il n'y a plus vraiment d'écart entre les francophones et les anglophones. Et les membres des minorités ont des taux de diplomation encore plus élevés que les francophones. Autrement dit, c'est la situation inverse de ce qui se produit aux États-Unis. Autre facteur important, c'est que l'énergie, en fait, l'hydroélectricité est moins chère au Québec que partout ailleurs en Amérique du Nord. Vous avez un tableau à droite qui donne des points de comparaison là, entre ce qu'on voit aux États-Unis. Donc, les États-Unis, ce n'est pas très loin, c'est 80% plus cher en moyenne. C'est beaucoup plus cher quand on regarde la Suède, la France, le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne. Donc, ça semble encore une fois anodin, mais ça veut dire que ceux qui payent l'électricité aux États-Unis vont payer en moyenne 50% plus cher que votre facture d'électricité au Québec. Donc, peut-être que c'est vrai que le pétrole est moins cher aux États-Unis qu'au Québec, mais fondamentalement, la facture d'énergie pour se chauffer, pour vivre, donc l'électricité, est vraiment beaucoup moins chère au Québec qu'aux États-Unis. Et ça s'explique parce qu'on a nationalisé l'hydroélectricité dans les années 60, puis on a choisi de maintenir des tarifs d'hydroélectricité très faibles. Je dois souligner qu'en ce moment, beaucoup d'écologistes et d'économistes pensent qu'on devrait augmenter le coût de l'énergie pour que les Québécois le gaspillent moins, parce que les Québécois sont aussi parmi ceux qui gaspillent le plus l'énergie au monde. Au niveau du travail, il y a deux caractéristiques qui sont intéressantes du Québec. La première, c'est que l'État québécois est très interventionniste pour favoriser le retour sur le marché du travail de personnes qui sont en vulnérabilité. Une des mesures phares, c'est de donner des primes au travail pour les très bas salaires. Vous savez probablement, mais quand les gens gagnent des salaires relativement faibles, proches du salaire minimum, à partir du moment où ils obtiennent des augmentations de salaire, il y a un certain nombre de programmes sociaux auxquels ils ne sont plus éligibles. Alors, le gouvernement du Québec a pris note de cette difficulté et va compenser les hausses de salaire par un certain nombre de primes qui leur permettent d'accéder à des services ciblés pour les gens les plus pauvres, de telle façon à les encourager à retourner sur le marché du travail. Autre caractéristique du modèle québécois, c'est l'accent mis sur l'économie sociale et solidaire. Ça date des années 90 avec le chantier sur l'économie sociale. L'économie sociale, c'est tout ce qui est dans le secteur des coopératives, du non lucratif. Ce sont des secteurs qui cherchent à ne pas faire un profit ou être insérés dans une logique marchande. Et ce sont des secteurs où on va inclure, où on va chercher à former des gens des métiers
des gens qui étaient disqualifiés du marché du travail souvent pendant des années, de telle façon à leur donner un emploi, des compétences, puis les réintégrer sur le marché du travail. Donc, c'est une approche qui est beaucoup plus social-démocrate, beaucoup moins dure que celle qu'on verrait aux États-Unis, où dans le fond, c'est un peu la logique du chacun pour soi. Autre exemple, la question des droits et libertés de la personne et des droits de la jeunesse. Le gouvernement du Québec a créé dans les années 70, en 1976, une commission des droits et des libertés de la personne et des droits de la jeunesse qui est mandatée d'appliquer la Charte québécoise des droits et libertés. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Puis je vais le contraster avec la situation du gouvernement canadien. Au Canada, on a une Charte des droits et libertés depuis 1982. Celle du Québec date de 1976. Mais si vous êtes violé dans vos droits en raison de la Charte canadienne, c'est vous qui devez poursuivre devant les tribunaux canadiens la personne qui vous a violé votre droit. Donc, il y a un coût social élevé pour vous. Vous devez débourser les frais des tribunaux, ce qui est un peu compliqué. Et pour quelqu'un de pauvre, c'est un coût qui est prohibitif. Autrement dit, les droits de la personne au Canada s'adressent surtout à ceux qui peuvent payer les tribunaux, donc les gens relativement riches. Au gouvernement du Québec, la logique est différente. C'est si des gens de la Commission des droits de la personne en arrivent à la conclusion que vos droits ont été violés, ce sont eux, c'est la commission qui va poursuivre la cause en votre nom. Autrement dit, c'est la commission qui va assumer les coûts d'avocat, les coûts de représentation pour que vous puissiez avoir gain de cause. Et donc, encore une fois, c'est une logique beaucoup plus sociodémocrate qui vise à protéger les personnes faibles et vulnérables pour que leurs droits soient entendus. Puis là, je pourrais rajouter un autre exemple, la Cour des petites créances qui permet à des gens d'aller devant la justice sans avocat pour des causes qui touchent un montant qui est jugé pas très élevé. Là, si ma mémoire est bonne, c'est autour de 10 000 $. Donc, tout ça, ce sont des mesures sociales qui sont très différentes de ce qu'on voit dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Alors, quelles sont les conséquences de cette taxation plus élevée, de ces programmes sociaux plus généreux? Bien, c'est que le Québec forme, en Amérique du Nord, une société beaucoup plus égalitaire que le Canada, hors Québec, et les États-Unis. J'ai quelques indicateurs qu'on peut discuter ensemble. Le premier tableau en haut à gauche, c'est les 3 mesures contemporaines d'inégalité de revenus et de pauvreté si on compare le Québec, l'Ontario et les États-Unis. Le rapport 2020, c'est la richesse que possèdent le 20 % les plus riches par rapport aux 20 % les plus pauvres. Donc, au Québec, il y a un écart de 4,6 fois. Donc, les 20 % des plus riches détiennent 4,6 fois plus que le 20 % des plus pauvres. C'est beaucoup mieux qu'en Ontario, où c'est 5,5 fois plus, et qu'aux États-Unis, où c'est 6,2 fois plus. Donc, c'est le Québec où l'écart entre le 20 % des plus riches et le 20 % des plus pauvres, autrement dit, est le plus faible. Quand vous regardez les taux de pauvreté, selon la mesure du panier d'épicerie, donc la capacité à se nourrir et à se loger à chaque mois, il y a 7,9 % des Québécois qui sont pauvres, contre 9,5 % des Ontariens et 13 % des Américains environ. Et quelle est la part de la richesse qui est captée par le 1 % des plus riches? Là, c'est là que le Québec se distingue le plus. C'est 5,3 % au Québec, 8,5 % en Ontario et 12,5 % aux États-Unis. Autrement dit, aux États-Unis, on a libéralisé dans les dernières années l'impôt, on a baissé l'impôt des plus riches de telle façon à leur donner un avantage énorme. Autre exemple, si vous regardez le taux de pauvreté des familles biparentales et monoparentales avant et après impôt, on voit que le Québec redistribue plus la richesse puis se retrouve dans des catégories qui sont beaucoup plus proches de celles des pays scandinaves. Là, je vais mettre un petit avertissement. Les chiffres datent de 2004-2005, donc ça date un peu, ça a plus que 15 ans. Mais globalement, la situation s'est améliorée au Québec. Je doute que ça se soit beaucoup amélioré ailleurs en Amérique du Nord. Mais donc, les chiffres de l'époque nous donnaient qu'avant impôts et transferts, donc avant l'intervention de l'État, le taux de pauvreté au Québec était à 12,8 %. Après l'impôt et transfert, on tombait à 2,4 %. Donc, autrement dit, au Québec, pour une famille biparentale, il n'y a pratiquement pas de cas de pauvreté. Et le Québec a des performances, comme vous le voyez dans les chiffres, similaires à celles des pays scandinaves pour les familles biparentales. Pour les familles monoparentales, le Québec diminue énormément la pauvreté. On passe de 46,3 à 24,6. Ça reste quand même presque 25 % de la population
des familles monoparentales sont dans la pauvreté. C'est par contre beaucoup mieux que le Canada qui est à 37 % ou les États-Unis qui sont à 40 %. Par contre, on fait pas aussi bien que les pays scandinaves. Donc, clairement, là, il y a une place où on pourrait chercher à s'améliorer. L'autre tableau que vous voyez, c'est sur l'indice de Gini. Donc, pour le dire rapidement, l'indice de Gini, c'est une façon de mesurer les inégalités de revenus avant et après impôt au sein de la population. Donc, pour le dire simplement, si tout le monde a le même revenu au Québec, on aurait un indice de 0. Si une personne au Québec avait tous les revenus, on aurait un indice de 1. Au Québec, on a un indice de Gini de 0,28, ce qui est mieux que la situation en France, par exemple. Il y a moins d'inégalités de revenus au Québec qu'en France. C'est mieux qu'aux Pays-Bas. C'est similaire à la Suède, vous avez bien entendu. On a autant d'inégalités au Québec qu'en Suède, ce qui est le paradis de la social-démocratie. Par contre, c'est vrai qu'il y a des pays qui font mieux que nous, donc la Norvège, le Danemark, et des pays dont les revenus moyens sont plus faibles. Par contre, là, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque ont globalement des taux légèrement meilleurs que nous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en matière d'inégalité sociale, le Québec se classe extrêmement bien par rapport à des pays de revenus équivalents. Et si vous regardez la tendance canadienne depuis 1976, le Québec fait toujours systématiquement mieux que le Canada en matière d'inégalité de revenus. Les chiffres que vous voyez en pointillé, c'est avant impôt. Donc, c'est les revenus de marché, les salaires des gens avant l'intervention de l'État. Puis les chiffres que vous voyez en bas, c'est après l'impôt et la redistribution de la richesse, où là, le gouvernement du Québec réduit beaucoup plus les inégalités que le gouvernement canadien. Parce que quand vous regardez les chiffres en haut, on suit des tendances vraiment très similaires. C'est juste que nous, on va beaucoup plus loin dans l'effort de redistribution de la richesse, dans une logique complètement social-démocrate. Autre caractéristique ou résultat intéressant du modèle québécois, c'est le taux d'emploi féminin. Le taux d'emploi féminin au Québec est littéralement exceptionnel. Le taux d'emploi féminin au Québec, donc le taux pour les femmes qui ont entre 20 et 44 ans est à 85 %. C'est comme la Suisse, c'est mieux que la Suède et le Portugal. Et pour cette tranche d'âge-là, il y a plus de femmes au Québec qui ont un emploi que d'hommes qui ont un emploi en France. Pour dire à quel point le marché de l'emploi féminin au Québec est extrêmement développé. Si vous regardez dans le contexte de l'Amérique du Nord, et là, c'est là qu'on peut mesurer l'effet des garderies publiques, c'est le taux d'emploi des mères avec enfants de moins de 6 ans en 2017 au Québec, ailleurs au Canada et aux États-Unis. Dans le fond, il y a seulement au Québec et au Minnesota où les taux sont au-dessus de 75 %. Le Québec est légèrement meilleur que le Minnesota, ce qui fait que le taux d'emploi au Québec est réellement beaucoup plus élevé. Et l'explication fondamentale de l'écart entre les deux, c'est que les Québécoises sont plus instruites en moyenne en raison de la révolution de l'éducation au Québec, mais aussi par les garderies publiques qui font qu'elles n'ont pas quitté leur emploi pour s'occuper des jeunes enfants à temps plein. Alors, autre façon de le regarder, l'évolution du taux d'emploi entre les 15 et 64 ans. On voit la progression du Québec et là, je compare avec des groupes de pays qui sont généralement les meilleurs, le Danemark, la Suède et la Finlande. En 1980, le taux d'emploi était autour de 46 %. De nos jours, on a atteint le 70 %. Le tableau s'arrête en 2011, mais on continue légèrement notre progression. Et ce qu'on voit, c'est qu'une partie de la croissance à partir des années 80 s'explique par l'éducation croissante des femmes, mais à partir des années 95 s'ajoutent les garderies publiques qui font en sorte que les femmes décrochent moins du marché du travail que précédemment. Donc, ça change beaucoup la dynamique pour les Québécoises, le régime de garderie publique et toutes les politiques familiales qui se sont ajoutées à partir de 1998. Où en sommes-nous en matière d'éducation? Le slogan de la Révolution tranquille, c'était « Qui s'instruit s'enrichit ». Je vous avais dit tout à l'heure que les Québécois étaient moins scolarisés avant la Révolution tranquille que les Noirs américains, que les Ontariens, que l'ensemble de la population de l'Amérique du Nord, autrement dit. Alors, si on regarde entre 1960 et 2020, de nos jours, on a légèrement plus de Québécois qui n'ont aucun diplôme, 7 contre 5 % en Ontario. On a légèrement moins de Québécois qui n'ont pas de diplôme secondaire que les Ontariens.
Mais au niveau du postsecondaire, on fait aussi beaucoup mieux que ce qu'on voit en Ontario avec 80 contre 75. Et cette situation-là s'explique beaucoup par le postsecondaire avant le bac, c'est-à-dire les cégeps. On a 10 points d'écart entre le Québec et l'Ontario sur les cégeps, alors qu'au niveau de l'université seulement, les Ontariens font mieux que le Québec. Autrement dit, là, ceux qui pensent que ce serait une bonne idée d'abolir les cégeps, ça aurait probablement pour effet de permettre à certains, on pourrait augmenter notre taux de diplomation universitaire, mais ça aurait aussi pour effet qu'on aurait une population globalement moins scolarisée. Donc, globalement, aujourd'hui, le retard du nombre d'années complétées entre le Québec et l'Ontario est pratiquement complètement effacé, alors que dans les années 60, il y avait un écart assez significatif. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher la pression, il faut que les jeunes aillent à l'université, il faut qu'ils continuent d'avancer, puis il faut surveiller la situation post-pandémique, mais globalement, en matière d'éducation, le Québec a rattrapé le gigantesque retard qui s'était creusé dans les 100 ans précédant la Révolution tranquille. Et autre caractéristique vraiment intéressante, c'est peu connu, étonnamment mal connu plutôt, le Québec dans les classements internationaux s'en tire vraiment très bien. Je pourrais vous donner plus d'informations pendant la période de questions, là, mais il y a un test qui est fait à chaque année depuis le début des années 2000 par une organisation qui s'appelle l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, dont est membre le Canada, qui teste les jeunes enfants de 15 ans sur différentes matières comme les mathématiques, la lecture et les sciences. Et en mathématiques, le Québec est le troisième des pays évalués. Derrière Singapour et la Chine, mais devant le Japon, la Corée du Sud, l'Estonie, les Pays-Bas. Le Canada hors Québec est 13e. Donc, il y a vraiment un écart très significatif entre le Québec et le Canada, ce qui explique, qui explique l'écart. Donc, les Québécois ont la base des maths, on peut le dire comme ça. Si vous regardez dans le domaine de la lecture, le Québec est le 6e au monde. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Dans ce cas-ci, le Canada est 2 places en avant, mais avec un seul point d'écart, ce qui fait que dans les faits, ils ne sont pas très loin de l'égalité statistique. Donc, le Québec et le Canada sont très bons en lecture en général. Là, si vous êtes intéressé par l'évolution des tendances au Québec, en lecture, on est passé deuxième des pays sondés jusqu'à 13e de nos jours. Cela dit, il faut dire qu'il y a beaucoup plus de pays sondés en 2013 qu'en 2000. En mathématiques, on est de passer deuxième à 8, puis là, comme vous avez vu en 2018, on est retombé à 3. Donc, on reste en mathématiques parmi les meilleurs. Il y a juste en sciences qu'il y a une inquiétude. On était troisième au monde, on est passé à 11e, 6e, 10e, là, on est tombé en 24e place. Je pense que la réforme du curriculum de sciences doit être repensée. Le fonctionnaire qui est responsable de ça a dû se faire dire au bureau « Bravo, champion ». Mais là, il faut retourner à la table à dessin et corriger le tir. C'est ce qui est en train de se faire. Les chiffres de 2018 que je ne vous ai pas présentés tout à l'heure étaient bien meilleurs. Puis probablement qu'ils seront encore meilleurs à la suite. Maintenant, les Québécois ont des programmes sociaux, ils sont plus égalitaires, OK. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus pauvres? C'est souvent ce que les Américains croient. Si vous avez des programmes sociaux généreux, ça va impacter votre richesse. Et donc, les Québécois sont les plus pauvres. Est-ce que c'est le cas? Ici, ce qu'on compare, c'est sur une période de 60 ans, l'évolution du revenu réel des habitants entre l'Ontario et le Québec. Quand vous regardez, c'est vrai qu'au début des années 60, en moyenne, les Québécois, là, en dollars constants comparables à pouvoir d'achat identique, il y avait un écart. Les Québécois étaient 15% moins riches que les Ontariens. La situation va s'améliorer rapidement jusqu'à peu près au milieu des années 60. La stagflation, l'inflation, la stagnation de l'économie et la récession des années 80 vont faire diminuer le revenu des Québécois. Puis à partir de 1985, la croissance est vraiment continue, malgré l'effet de la période d'austérité du gouvernement Couillard qui a fait très mal. Mais aujourd'hui, les Québécois ont un revenu qui est équivalent, donc 101% du revenu ontarien, donc légèrement plus riche, mais dans les faits, c'est équivalent à l'Ontario. Donc, non seulement on a créé beaucoup de programmes sociaux, on a moins de pauvreté, on est une société plus égalitaire, mais on est aussi riche que l'Ontario. Quand vous regardez sur la rémunération horaire globale, donc les Ontariens qui vous disent on a beaucoup plus de pouvoir d'achat que vous, c'est faux. En fait, on a légèrement plus à 104 %, mais dans les faits, c'est relativement similaire.
quand on tient compte du dollar constant à parité du pouvoir d'achat entre les deux provinces. Là. Donc, vous n'êtes pas plus riche quand vous travaillez à Toronto par rapport à Montréal. Au niveau du taux d'emploi, c'est le rapport en pourcentage entre le taux d'emploi du Québec pour les 14 à 65 ans et l'Ontario. Donc, c'est à partir, encore une fois, des dernières années, on a dépassé le seuil de l'Ontario, ce qui fait qu'on a un taux d'emploi plus élevé que les Ontariens. Puis on voit que l'avènement des CPE nous a aidé à progresser vers un taux d'emploi plus élevé. Autrement dit, le taux de chômage au Québec est structurellement plus bas maintenant qu'en Ontario. Puis il y a plus de gens sur le marché du travail sur l'ensemble de la population qu'en Ontario. Donc voilà justement la mesure du chômage. Depuis les années 60, historiquement, quand vous regardez les lignes, on avait un taux de chômage qui était globalement toujours plus élevé que la moyenne ontarienne. Puis là, ici, vous voyez que depuis quelques années, là, les chiffres du Québec sont en dessous de la moyenne ontarienne. Donc, autrement dit, aujourd'hui, le taux de chômage au Québec est inférieur à celui de l'Ontario. Le dynamisme du marché du travail est meilleur aussi. Une des choses qui est intéressante à noter, c'est que le Québec, qui est très syndiqué, les Américains sont souvent inquiets du fort taux de syndicalisation, qui est à 40 % à peu près de la population au Québec, puisse causer des journées de travail perdues. Mais quand vous regardez les chiffres, c'est vrai que dans les années 70, on avait un taux de jours perdus à cause de grèves ou de lock-out plus élevé qu'en Ontario, mais de nos jours, non seulement ça a beaucoup baissé par nos lois du travail qui sont beaucoup, notamment les lois anti-câbles qui sont beaucoup moins régressives qu'ailleurs, mais en plus, globalement, il n'y a plus vraiment de conflits de travail comme il y en avait dans les années 70. Autre caractéristique intéressante de la transformation du Québec depuis la Révolution tranquille, c'est que les francophones sont devenus maîtres chez eux dans une proportion beaucoup plus élevée. Les chiffres les plus récents datent de 2003, il n'y a rien de plus récent que 2003, mais la question, c'est qui possède les entreprises au Québec? En 1961, c'était 47 % des entreprises qui étaient possédées par des francophones, contre 40 % pour des anglophones et 14 % étrangères. Aujourd'hui, la part des Québécois dans la propriété des entreprises a pris 20 points de pourcentage. Les anglophones du Canada ont pris 16 points de pourcentage de moins et les étrangers, moins 4 points. Autrement dit, dans un contexte de mondialisation de l'économie, de libre-échange, les Québécois sont plus propriétaires de leur économie que dans le passé, ce qui est assez inédit. Les indications nous laissent penser que le taux de francophones a encore augmenté, mais les études qui faisaient ce type de compilation n'existent plus. C'était financé par l'Office de la langue française, puis sous le gouvernement Charest, on a cessé de financer les études, ce qui fait que dans les faits, on ne le sait plus. Par contre, là où on a des chiffres, c'est sur la discrimination salariale sur une base linguistique. Dans les années 60, je vous avais montré tout à l'heure qu'il y avait une discrimination très importante. Là, les Québécois francophones gagnaient 65 % du salaire des anglophones. Dans les années 70, il y avait encore un écart de 9 points entre les francophones et les anglophones et de 0,4 points sur les bilingues. En 2015, les derniers chiffres disponibles nous disent que les francophones unilingues font 4 points de pourcentage de plus d'argent qu'un anglophone unilingue, puis les bilingues francophones font 9 points de pourcentage de plus. Donc, c'est un niveau salarial qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de discrimination salariale comme autrefois entre les francophones et les anglophones. Puis les résultats sont relativement similaires, considérant le fait que les francophones sont le groupe majoritaire. Je pense que je suis allé trop loin. Autre indice intéressant, et là, je m'approche de la conclusion, les Québécois sont aussi heureux. On pose la question par sondage, notamment les sondages Gallup, sur la satisfaction de la vie sur environ 160 pays depuis 2011. C'est un sondage qui est très sérieux, qui est fait notamment par les Nations, qui est appuyé par les Nations unies. Et lorsqu'on met les chiffres du Québec dans les sondages internationaux, le Québec se classe au 2e rang mondial sur le taux de satisfaction de l'échelle de Cantril, là, qui va jusqu'à 10. Autrement dit, les Québécois sont plus heureux que les Norvégiens, les Finlandais, les gens des Pays-Bas, la Suisse, et plus heureux que la moyenne canadienne sans le Québec.
Et la moyenne des 160 pays dans le monde est de 5,20. Le Québec est à 7,62, donc c'est un écart important. Ça n'a pas toujours été comme ça quand on compare les chiffres du Québec et de l'Ontario. Le changement se produit autour des années 2000, et alors que la satisfaction en Ontario a tendance à baisser beaucoup depuis les années 80. Donc, en conclusion, quels sont les défis de la société québécoise là, qui est de plus en plus social-démocrate et interventionniste? Le premier défi, c'est le vieillissement de la population du Québec, qui est plus rapide qu'ailleurs au Canada, pour une raison bien simple, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a un taux de fécondité beaucoup plus élevé. Il y a la question des pénuries de main-d'œuvre, c'est-à-dire que le vieillissement de la population a pour effet que le plus de personnes qui quittent le marché du travail que de jeunes qui y entrent. Donc, ça crée des enjeux de pénurie de main-d'œuvre qu'il faut pallier soit en augmentant la productivité, en investissant dans la robotisation, la mécanisation, ou en important la main-d'œuvre de l'étranger, donc en favorisant des taux d'immigration élevés. Il y a la question de l'intégration des immigrants dans la société québécoise dans ce contexte-là qui va se poser de plus en plus. Et ça va impacter le maintien du français comme langue commune. On le voit déjà que ça crée des frictions à Montréal. Le gouvernement canadien a aussi des cibles démographiques extrêmement ambitieuses en matière d'immigration qui auraient pour effet de faire passer le poids démographique du Québec d'environ 23% de la population canadienne à 10% dans l'espace de 2 générations. Donc ça, c'est un autre défi important, notre relative marginalisation dans l'ensemble canadien. Il y a la montée d'un discours populiste anti-étatique qui est de plus en plus présent avec la pandémie, qui peut nuire aux efforts du gouvernement du Québec de développer, par exemple, des nouveaux programmes sociaux ou même les financer à long terme. Puis, le vieillissement de la population pose aussi un enjeu de financement à long terme des dépenses publiques qui sont plus élevées au Québec qu'ailleurs dans le reste du Canada. Donc, pour ceux que ça intéresse, voici le livre à partir duquel les données ont été extraites. Et donc, je suis prêt maintenant et ça, c'est une courte présentation de ma bio, mais je suis prêt maintenant à répondre à vos questions le 16 mars. Fantastique, M. Paquet, c'était tellement intéressant. Merci beaucoup. Wow, vraiment intéressant. Vous avez donné tellement beaucoup de statistiques, puis ça, c'est des choses qu'on peut utiliser dans nos tours, là. C'est fun d'arriver en tour et avoir une bonne statistique là, à jour, là. On a l'air préparé. Donc, génial. Je sens que pendant la période de questions, justement, le 16 mars, là, nos guides... Donc, soyez prêts. Oui, j'ai prêt. Ouais. Donc, ils vont être en feu, je pense, nos membres. C'est le tableau que vous avez présenté en début de conférence là, sur les années d'études entre les Québécois, les Ontariens et les États-Unis. C'est fou. Oui, c'est choquant, hein? C'est choquant. Oui, très choquant. Ouais. Mon Dieu, puis aussi votre présentation, ça me faisait beaucoup penser à l'émission, je ne sais pas si vous connaissez l'émission Code Québec à Télé-Québec, justement, là, avec c'est Gilles là, et Léger Marketing, c'est ça. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose que nos membres aussi pourraient écouter là, pour en savoir un peu plus sur qui on est avec des statistiques. Ouais. Bon, ben, super, génial. Ben, merci encore. Super conférence intéressante. C'est fun d'avoir ces informations-là, ce contenu-là. Ça va aider nos guides. Et on se revoit le 16 mars. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Merci Marie-Pierre.